Ensuite, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a fait des recommandations concernant le nombre de la société civile à l'intérieur de la CEI. De 3, on est passé à 6. La Cour a été saisie, elle a dit que la formulation de la nouvelle CEI correspond à ses orientations. Le président a pris note de cette information. La CEI était installée, mais il faut dire qu'il y a l'opposition dans la CEI. Parce que quand vous parlez, ne dites pas toute l'opposition. Il y a l'opposition dans la CEI et vous le savez. Il y a un membre de l'opposition qui est vice-président de la CEI. Donc ne dites pas toute l'opposition. Dites qu'il y a une partie de l'opposition. Donc voilà ce qui concerne la CEI. Et le débat sur la CEI est clos. Alors, je continue de dire... Quel membre de l'opposition, oui. Lesquels membres de l'opposition? Le président Pascal Afin Guessan, son représentant est dans l'opposition, il est vice-président. Peut-être vous ne savez pas, mais je vous informe. Mais vous ne le savez pas. Le FPI est divisé en deux. Non, ça c'est l'affaire du FPI. Le PDCI n'y contribue pas aussi. Non, j'arrive. Moi je ne suis ni FPI ni FPI. Ça, il y a des représentants du FPI, du PDCI ici à Paris, il faut leur demander. Moi je note que le représentant du président Afin Guessan, qui est le FPI, est dans la commission électorale. Donc je dis, je souhaiterais que vous puissiez me dire, il y a une partie de l'opposition qui n'est pas d'accord. Et je constate aujourd'hui que la CEI dont vous parlez, qui donne lieu au code électoral qui doit être révisé pour être conforme à la nouvelle CEI, tous les partis y sont, y compris le PDCI. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc nous, on ne va pas entrer dans ces contradictions-là. Nous disons seulement aux Ivoiriens, aux acteurs politiques, asseyez-vous. Mais je vais profiter pour dire ce que moi je pense franchement. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de réconciliation. Notre problème, c'est notre classe politique. Et je vais le dire sans état d'âme. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est notre classe politique. Ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas les Ivoiriens. Moi, je vais règlement à Abidjan, mais les Ivoiriens n'ont pas de problème de la réconciliation. S'il n'y avait pas de réconciliation, vous et moi ne serions pas assis en train de faire une conférence de presse. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne la CEI. La liste électorale, c'est la même chose. Il y a un calendrier qui a été proposé par la CEI, que le gouvernement a validé, et qui est en train d'être mis en route. Laissons ce processus se dérouler avec le recensement qui va venir, et on verra si la liste électorale est consensuelle ou si elle n'est pas consensuelle. Vous dites que le président rassure. Mais le président, son rôle, selon la Constitution, c'est de protéger les Ivoiriens. Et je peux vous dire que moi, je fais confiance au président de la République et qu'en 2020, les élections seront apaisées. Il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas apaisées. Parce que les conditions de 2010 ne seront pas les conditions de 2020. Maintenant, la modification constitutionnelle. Cette constitution a été votée par tout le monde, y compris ceux qui sont nos adversaires. Le président, selon la Constitution, peut modifier la Constitution sans passer par le référendum populaire. C'est dans la Constitution. Maintenant, vous m'avez parlé de certaines modifications. Je ne connais pas le contenu de la modification. Le président a indiqué clairement qu'il compte modifier la Constitution. C'est ce que je sais, c'est ce que tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il met dans la modification? Je n'ai aucune idée. Voilà, M. Tidiane, là, pour vos préoccupations. Maintenant, M. Djabi, moi, je ne peux pas rassurer la communauté internationale. Mon travail, ce n'est pas de rassurer. Ça, c'est le rôle du gouvernement et du président de la République. Nous avons une CEI qui organise les élections. Nous avons un conseil constitutionnel qui va programmer les résultats définitifs. Et nous avons un gouvernement qui se charge de créer les conditions de paix et de sécurité pour que les Ivoiriens votent en tranquillité et que les élections soient apaisées. Ça a été déjà fait. Moi, je peux vous dire que je leur ai fait confiance pour avoir travaillé avec eux. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet pour 2020. Mais regardez bien, les lignes bougent en Côte d'Ivoire. On peut commencer à négocier, il y a une rupture, on revient à la négociation. Mais je suis content que le procès Guékaoué ait dit qu'ils ne vont plus boycotter les négociations. C'est une bonne chose. Parce que quand on négocie, ça peut dire, mais on finit par s'entendre. Mais quand on quitte la table de négociation, ça devient compliqué. Donc il faut qu'on se félicite, et on félicite le PDCI d'avoir ouvertement dit qu'ils ne vont plus jamais boycotter les négociations. Et que prier pour que la sagesse habite les uns les autres et qu'on trouve un minimum de consensus pour aller aux élections. Voilà pour M. Djabi. Maintenant, Joël Etienne. Joël Etienne, il n'y a aucun lien entre la convergence ou la Côte d'Ivoire Vision et le RHDP. Le RHDP est un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Et vous avez parlé de Soro. Soro n'est plus membre du RHDP. Donc, ne nous concerne plus, enfin, ne me concerne plus moi personnellement. Il a déclaré sa candidature à la présidentielle. Nous souhaitons, comme l'a dit le président de la République,
que tout se passe bien. Les élections seront inclusives, transparentes et démocratiques. Et on va aller devant les Ivoiriens qui représentent le peuple souverain. Et le peuple votera qui il pense qui est le meilleur pour le diriger pendant les 5 prochaines années. Mais en dehors de ça, je n'ai aucun commentaire. Il est contraint en exil. Ça, c'est vous qui le dites. Soro dit que les conditions ne lui permettent pas d'aller à Abidjan. Et il a tenté une fois. Son avion a été détourné. Il allait atterrir au Ghana avant d'aller en Espagne. Et aujourd'hui, quand il parle, il indexe le président de la République. Donc dire qu'aujourd'hui, même s'il a déclaré sa candidature pour un candidat, un candidat qui veut aller aux élections, qui présente, depuis l'extérieur, qui déclare sa candidature, est-ce qu'il y a possibilité de rassurer M. Soro qu'en rentrant en Côte d'Ivoire, il ne va pas se faire arrêter, puisque la plupart de tous ceux qui se réclament de Soro sont aujourd'hui traqués. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire. C'était la petite parenthèse que je voulais ouvrir. Excellent. Merci pour la parenthèse. Vous voyez, peut-être qu'il faut que je précise aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire Vision, nous, on n'aimerait pas parler des personnes ou des cas personnels. On aimerait parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez abordé un sujet qui a beaucoup d'implications. Vous êtes journaliste d'investigation. Peut-être que je vous demanderai peut-être de pousser vos investigations pour vous aurez des réponses aux questions que vous avez posées. Oui ou non, a-t-on empêché Soro d'atterrir en Côte d'Ivoire? Deuxième question. S'il n'arrive pas à atterrir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Troisième question. Les collègues et les amis de Soro dont vous parlez, que s'est-il passé? Moi, je compte sur vous pour m'amener ces réponses. Mais moi, je ne peux pas vous donner ces réponses. Je ne suis ni procureur, ni président de la République, ni Premier ministre. Je suis à Londres. Ce qui m'intéresse, c'est comment on crée les conditions pour enlever la peur du ventre des Ivoiriens, comment on rassure les Ivoiriens, comment on rassure la communauté internationale, et comment enfin on permet aux Ivoiriens de vivre en paix. Car je voudrais indiquer que depuis que Houphouët-Boigny est mort, nous allons de crise en crise. J'ai dit les Ivoiriens sont fatigués. Peut-être les politiciens ne s'en rendent pas compte, mais les Ivoiriens sont fatigués. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on fait pour que les Ivoiriens vivent mieux, pour qu'ils s'en sortent mieux, et pour que nous puissions avoir des élections apaisées. Je ne suis pas un gars des réseaux sociaux, mais j'ai des comptes rendus des réseaux sociaux. Il y a trop de frayeurs pour rien. Je connais des Ivoiriens ici qui font 20 ans ici en France, qui ne mettent pas les pieds en Côte d'Ivoire et qui parlent de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont dit, si je vais à Abidjan, on va m'arrêter. Mais ils se promènent à Abidjan, ils font même 6 mois. Et puis ils reviennent en me disant, ah, je me suis trompé, mais je n'ai pas dit ça aux gens. Il faut le dire. Quand vous venez en Côte d'Ivoire et que vous voyez ce que vous pensez que ce n'était pas ça là, il faut avoir l'honnêteté de venir le dire pour dire, je me suis trompé, mais voilà ce que j'ai vu. Voilà. Je ne voudrais pas vous interrompre. Ah non, non, allez-y. Oui, attends, il va finir. Non, je voudrais juste... oui, vas-y, je l'écoute. Il a dit dans son discours que un pays qui se développe n'a pas besoin de bruit. Monsieur Soro fait beaucoup de bruit, et compte tenu de son passé, de quelqu'un qui a géré la rébellion, on est quand même inquiet que les propos de M. Soro ne vont pas perturber et créer encore d'autres psychoses en Côte d'Ivoire. Soro, c'est un cas à prendre au sérieux parce qu'il a encore les gemmes d'une rébellion, lui. Je voudrais quand même qu'il prenne ça au sérieux. C'est une déclaration. Je ne fais pas de... Je fais un constat et je vous demande de prendre le cas. En fait, je ne fais pas de... J'exprime une inquiétude. J'exprime, voilà, une inquiétude. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit dans votre discours que un pays qui se développe comme la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de bruit. Mais il n'y a pas de bruit en Côte d'Ivoire. Mais Soro fait du bruit, Excellence. J'arrive. À votre niveau, je vais faire 2 observations. La première observation, c'est que faites confiance au président de la République. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, on ne peut pas empêcher un Ivoirien de faire du bruit. On ne peut pas empêcher un Ivoirien de faire du bruit. Et quand ces bruits-là touchent vraiment la cohésion, la tranquillité... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Nous sommes dans la diaspora ici. Je suis à Abidjan là. Il n'y a pas de bruit. C'est dans la diaspora ici que ça se passe. Hein. Moi, je vous dis, quand je vais à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici, dont je n'entends pas parler à Abidjan. C'est quand je viens à Paris que j'entends parler de ça. Hein.
Je vous dis, il y a beaucoup d'événements qui se passent ici. Moi, je suis de la diaspora. Et quand je vais à Abidjan, que j'en parle à mes amis, ils me disent, mais ça se passe chez vous là-bas? On n'était même pas au courant. Il y a beaucoup de débats, je donne ça, c'est pas Abidjan. Je vous dis franchement. Ils n'ont pas Internet là-bas. Non, mais je dis, attends. Je dis, on a qu'à se parler en frère. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, dont on n'est pas au courant à Abidjan. Il y a beaucoup de choses qui se passent, dont on n'est pas au courant à Abidjan. Je vous dis que les conditions de deux. Pour prendre un exemple, quand la rébellion avait éclaté en 2002, les gens ont donné 2 semaines au président Laurent Gbagbo, mais il a fait 10 ans. Il y avait tellement de bruit. Donc le bruit là, c'est pas ça qu'il a fait peur à un régime qui est sérieux. Gouverner, c'est prévoir. Mais ne vous inquiétez pas. Okay, voilà. Moi, je peux vous dire de ne pas vous inquiéter. C'est géré bouclé. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit de ne pas vous inquiéter et de faire confiance au président de la République. Merci beaucoup, Excellence. On va passer à la nouvelle liste. Oui, d'accord. J'arrive, je vais prendre un bout de papier pour noter. Alors, Eden BG. Tu seras là encore, bon. Ali Bamba. Ali Bamba. Joël Etienne. Non, comme il a parlé avant toi. Joël Etienne et Tidjanoula. Et moi-même, n'oubliez surtout pas que je suis journaliste avant tout. Ah non, tu es modérateur. Ah non, ça va pas accepter. Oh là, non. Tu ne peux pas juger par ça pour une fois. Il ne faut pas que je pose des questions. Non, pour une fois. Tu peux poser la dernière. Je peux recadrer. Je peux recadrer. Bon, d'accord. Tu peux recadrer. Mes amis, tu vois, il n'y a pas de démocratie dans cette affaire. Le journaliste qui est là, il est modérateur, donc il ne peut pas parler. Bon, Eden BG, tu as la parole. Eden BG. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dit dans votre propos liminaire que votre action vise donc en premier chef à éviter la résurgence des conflits à travers l'engagement de tous les enfants du pays à reconnaître cette communauté de destin que tout le monde veut construire et réaffirmer cette volonté de vivre ensemble. Et quand on réfléchit bien à tout ce que tous les propos qui en ont découlé, où vous avez dit qu'un pays a besoin de tranquillité, de paix pour pouvoir se développer. Malheureusement, le pouvoir de Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un pouvoir qui est tranquille depuis plus de 10 ans, bientôt 10 ans. Vous êtes diplomate. On ne va pas se cacher que vous avez un langage diplomatique. Donc, il y a certaines situations que vous ne pouvez pas aborder le pied dans le plat. Sinon, par rapport à l'objectif que vise Côte d'Ivoire Vision, il serait opportun pour ramener plus de tranquillité en Côte d'Ivoire que Côte d'Ivoire Vision mène une action d'éclat vis-à-vis des gouvernements actuels pour permettre à ce que Blé Goudé et Laurent Gbagbo, qui ont été acquittés par la CPI, puissent effectivement retrouver leur pays. Et je vous assure, à partir d'une telle action, la tranquillité et la paix se feront automatiquement. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a eu un courrier de l'État de Côte d'Ivoire à l'encontre de ces citoyens-là, qui sont aussi des enfants de Convergence ou Vision Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Vision. Et je vous prierai au niveau de Côte d'Ivoire Vision de dénoncer cet état de fait. Ou si vous ne pouvez pas le dire à tout le monde, de mener des actions auprès du gouvernement pour dire que ce sont des situations qui peuvent amener à des conflits perpétuels. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Voilà. Donc, parlant de vous en tant qu'ambassadeur, excusez-moi, si vous êtes ambassadeur de Côte d'Ivoire, cela suppose que vous portez les lettres de créance de la Côte d'Ivoire, mais nommé par quelqu'un. Or, ce quelqu'un, c'est bien le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Vous êtes son envoyé spécial. Vous ne pouvez pas, je vais dire, vous opposer frontalement à lui. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci.
Monsieur Eden DG. On va passer la parole à Ali Bamba pour son deuxième tour. En fait, moi je suis un peu Convergence 2020 depuis l'année dernière. S'il vous plaît, il y a le confrère qui parle. J'ai suivi un peu les actions de Convergence 2020 depuis l'année dernière. J'ai vu que c'est une structure qui est un peu tranquille, qui ne fait pas beaucoup de bruit, comme beaucoup qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc je me dis que vous avez pris le temps quand même de regarder les choses de façon objective. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez noté des projets pour le prochain président de Côte d'Ivoire? Parce qu'on s'est dit que celui qui est là a fait ce qu'il peut. Peut-être que le prochain, vous avez en tant que civil, vous n'êtes pas de politique, vous avez des propositions à faire pour le prochain président de Côte d'Ivoire, les chantiers sur lesquels il devra mettre l'accent par exemple. Ou alors est-ce que vous-même vous avez peut-être un profil de prochain président de Côte d'Ivoire auquel les Ivoiriens devraient s'attendre? Excellente question, merci beaucoup. Joël Etienne. Excellence, je voudrais encore vous remercier pour la tranquillité avec laquelle et la courtoisie avec laquelle vous nous répondez. Je voulais préciser que nous sommes en hiver et nous sommes en train de transpirer dans cette salle parce que quand on parle de Côte d'Ivoire, il y en a qui sont passionnés, il y en a qui révèlent beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, mon confrère qui est juste à côté a dit que vous êtes ambassadeur, donc accrédité. Votre lettre de créance, vous l'avez présenté, c'est quelqu'un qui vous a nommé. Et ce quelqu'un, c'est le président Alassane Ouattara. Excellence, je voudrais savoir, sur Alassane Dramane Ouattara en l'an 2020, est-ce que cette candidature tient? Si elle ne tient pas, nous avons aussi entendu qu'il préparerait M. Bon Coulibaly comme son successeur, ce qui provoque déjà des dissidences au sein du RHDP. Et on a même aussi entendu qu'il y a un remaniement ministériel qui est en cours et le président Ouattara va virer tous ceux qui sont contre la candidature, le projet de candidature de M. Bon Coulibaly. En l'occurrence, le ministre des Affaires étrangères à Montano et M. Mabri Touakeuse. Qu'en est-il exactement? Et la deuxième, c'est vrai, Excellence, on ne peut pas se mettre au milieu des maniants pour enlever les maniants. Il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, vous fassiez un effort pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent, pour ceux qui veulent vraiment être sur le territoire, qu'ils le soient en toute sécurité. Il se trouve que nous avons encore des exilés au Ghana, au Bénin, qui mènent une vie extrêmement difficile. Est-ce que Convergence qui devient Côte d'Ivoire Vision ne peut pas entamer des négociations de manière sincère pour que tous ceux-là retrouvent leur territoire natal avec la sécurité, et pour tous ceux qui ont perdu leur bien? Est-ce que Côte d'Ivoire Vision ne peut pas essayer d'intercéder auprès du président de la République et du gouvernement pour que ceux qui rentrent puissent avoir éventuellement la tranquillité, la sécurité? Voilà ce que je veux dire. Merci M. Joël Etienne, merci pour votre question. Nous allons maintenant venir à M. Tidiane Oula. Tidiane Oula, vous avez la parole. Excellence, Eric Touré, je voudrais citer quelques noms. Soro Guillaume, Akochi Benjo, Blé Boudier, Babo Laurent, Jacques Amangoua, la liste est vraiment impérative. Toutes ces personnes-là ont en commun 1. La prison, 2. La prison en 20 ans, 2. Pour certains, des mandats d'arrêt internationaux. Pardon. Excellence, c'est vrai, vous dites, vous ne parlez pas des politiques, vous êtes très proche du président de la République. Est-ce que ce climat-là aujourd'hui peut apaiser les Ivoiriens? Pour rebondir un peu sur ce que M. Etienne a dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui jusqu'à là encore sont encore en exil. Ils sont au Ghana, au Togo et certains en France. Quelle est la démarche vraiment que le président doit prendre d'ici peu
pour rassurer encore tout ce monde-là. Parce que quand on dit on n'est pas au RHDP, ou on est emprisonné, ou on est en exil, est-ce que M. Ouattara peut rassurer vraiment les Ivoiriens, peut rassurer la classe politique ivoirienne sur tous ces gens-là? Merci, M. Tidjanoula. Nous avons bouclé la liste des 4 intervenants. Je vais maintenant demander à l'ambassadeur Ali Touré de répondre à ses préoccupations. D'accord, merci M. Didier. M. Didier, je voudrais dire à M. Eden que je ne suis pas l'envoyé spécial du président de la République. Je suis basé à Londres et je suis le représentant de la Côte d'Ivoire pour les matières premières. Vous avez parlé du président Gbagbo Laurent et de M. Charles Blé Goudé. Je n'ai pas l'habitude de faire le mélange des gens et j'aime la séparation des pouvoirs. Quand on me pose la question sur le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, voilà la réponse que je donne. Ces 2 Ivoiriens sont face à la justice internationale. Laissez la justice faire son travail et aller jusqu'au bout du processus. Quand on arrivera au bout du processus, chacun pourra aviser. Mais je ne suis pas fondé à aller voir le président de la République pour lui demander d'intervenir sur ces 2 cas. Ce n'est pas dans mon domaine d'activité ou de compétence. Je peux souhaiter, comme tous les Ivoiriens, qu'on se retrouve tous pour parler de la Côte d'Ivoire, mais des limites que je ne peux pas dépasser. Donc, la Côte d'Ivoire Vision ne pourra pas demander au président de la République d'intercéder, c'est-à-dire de s'immiscer dans le domaine judiciaire, puisqu'il y a la séparation des pouvoirs, pour demander à la CPI de faire venir ces 2 Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Si nous estimons, à un moment donné, qu'il faut intervenir pour apaiser les uns et les autres, ça nous le ferons. Donc vraiment, il faut que les uns et les autres puissent connaître les compétences et les limites de Côte d'Ivoire Vision. Voilà. Parce que, je vais vous dire, M. Eden, et c'est ça la difficulté en Côte d'Ivoire, autant il y a des Ivoiriens, comme toi, mais comme d'autres, qui pensent que le retour du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé peut accélérer la réconciliation, autant il y en a qui pensent le contraire. Et ça, ceux qui parlent de ce que vous avez dit n'ont jamais pensé qu'il y a des gens qui peuvent penser le contraire. Qui pensent qu'au contraire, quand ils vont venir là, il n'y aura plus de réconciliation du tout. Donc c'est un sujet très sensible et très sérieux. C'est pour ça que j'évite, moi, de me prononcer sur ces problèmes juridiques. Moi, je souhaite que la justice fasse son travail. Les 2 ont été accusés de charges très graves. Si c'est démontré, la justice va aviser. Si ce n'est pas démontré, la justice va aviser. Et en ce moment, peut-être, quand la justice aura fini son travail, peut-être en ce moment, je suis sûr que dans le cadre de la cohésion nationale, probablement, les autorités étatiques feront ce qu'elles doivent faire pour le soulèvement. Voilà ce qu'il peut dire sur le cas de nos 2 frères ivoiriens qui sont faits en prison. Ils sont acquittés. J'arrive. Je continue de dire, moi je ne suis pas un juriste de formation. Je sais qu'ils sont en liberté sous condition. Parce que s'ils étaient acquittés, ils seraient au dehors. Hein. Ils sont dehors, mais la procédure n'est pas finie, d'après ce que j'ai compris. Vu que l'État Côte d'Ivoire... C'est ce que j'arrive. Moi là, je ne suis pas ministre de la Justice ou Premier ministre. Je suis un Ivoirien qui parle aux autres Ivoiriens pour voir comment on peut s'entendre. Je prends en compte votre préoccupation. Mais je vous dis aussi que vous qui pensez qu'il faut que les 2 viennent en Côte d'Ivoire pour se réconcilier, il y en a qui pensent le contraire. C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Et c'est pour ça qu'on a fait la convergence et la plateforme pour qu'on se parle. Donc ça c'était pour la question de M. Eden. La question de M. Ali Bamba. Excellence, avant que tu n'ailles plus loin, oui. Il y a un volet de la question de M. Eden qui parle par exemple de l'intervention du gouvernement qui demande à la CPI d'empêcher Par un courrier. Les 2 personnes qu'on a citées, le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, de revenir en Côte d'Ivoire. Donc ce courrier, le sujet de ce courrier sera débattu dans un prochain épisode de ce procès, les 6 et 7 février prochains. Bon, je crois que c'est à ce volet de sa question. Moi, je n'ai pas cette information. Donc, le 6 là, c'est quand? C'est la semaine prochaine, non? Donc, attendez la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas cette information et je n'ai pas la teneur du courrier.
Je ne peux pas me prononcer sur un courrier dont je n'ai pas eu connaissance et dont je n'ai pas la teneur. Donc, on vous donne l'information quand même. Merci pour l'information, mais bon, c'est les journalistes qui parlent. Hein. Je reviendrai à ça parce que vous les journalistes, j'ai un petit problème avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Vous aimez trop les rumeurs et les réseaux sociaux. Ça me permet de bondir sur la question de M. Tidiane Oula. M. Tidiane Oula,